Deuxième partie, Territoire d'info, l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Florian Philippot, tête de liste des Patriotes. Je ne sais pas trop si on dit mouvement ou parti politique aux élections européennes. On va dire parti, parce que c'est un parti juridiquement. C'est mouvement, ça oui, si vous voulez, mais mouvement, c'est plus dynamique. Plus en marche. Disons que notre particularité, c'est qu'on est très ouvert en marche, dans le bon sens du terme. On est très ouvert sur des gens qui viennent de toute tradition politique, de gauche, du centre, de droite, donc mouvement, ça nous va pas mal. Marcelo Vestres pour Le Figaro, Hervé Favre pour La Voix du Nord. Bonjour Hervé. Bonjour Marcelo. Sont là pour vous co-interviewer ce matin. Un grand oral pour convaincre, c'est le titre de Libération Champagne. C'est finalement ce soir qu'Emmanuel Macron annoncera les mesures prises à l'issue du grand débat, avec lequel il espère relancer son quinquennat. Selon vous, il va y arriver, le président de la République. Il va vous convaincre. Allez, on va commencer comme ça. À me convaincre, il aura beaucoup de mal. Mais vous savez, dans le système euro, Union européenne, il y a très peu de marge de manœuvre. Le président de la République est plus un animateur qu'un décideur. C'est un vrai problème. Bon, ceci dit, il peut prendre quelques mesures. Je pense que la première des mesures, c'est une mesure du salaire, c'est-à-dire une augmentation du SMIC, une remise à niveau du SMIC. Vous savez, nous, on propose sur 5 ans 300 €. Ça, il peut prendre cette décision. Vous proposez plus que le PC. Je ne sais pas ce que propose. Honnêtement, je ne sais pas ce que propose. 200 €. 200 €. Bon, moi, je pense qu'on a. Enfin, honnêtement, vous savez, 300 € et c'est pas cher payé parce qu'on a un vrai retard des salaires en France. Parce que c'est le SMIC, mais je crois que ça embrayerait sur toute la chaîne des salaires. Donc ça, il peut l'annoncer. Il peut annoncer aussi un retrait de mesures inadmissibles. Je parle des privatisations d'aéroports de Paris, de Française des Jeux, d'une partie de Engie, l'ancien Gaz de France. Et ça, il peut le décider aussi. Il peut remettre en place l'ISF, ce qui rapporterait d'ailleurs 4 milliards aux finances publiques. Et ce serait une mesure de justice fiscale. Voilà, je pense qu'il peut prendre quelques mesures. Et puis des mesures peut-être très, très urgentes de démocratie directe. Vous savez que j'étais très heureux de voir émerger dans les manifestations des Gilets jaunes cette revendication puissante du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Alors il devrait l'annoncer, mais pour les dossiers exclusivement locaux. Voilà, non. C'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Non. Il faut c'est une avancée démocratique, tout de même. Mais non, mais alors à ce moment-là, s'il fait le local, il faut faire le national. Mais ce qui lui fait peur, c'est le national. Parce que dans le national, il est face au peuple tout entier. Et il est face aux sujets stratégiques. Parce qu'au local, ça peut arranger certains sujets, très bien, prenons-le. Mais au national, on va toucher au dur. Et il le sait bien. Or, il faut le mettre en place. Je ne vois pas pourquoi les Suisses, les Italiens, les Californiens auraient droit au RIC et les Français seraient trop enfants, pas assez citoyens, pas assez adultes pour y avoir droit. Vous savez que moi, je le défends depuis très longtemps. Je l'ai mis dans la charte fondatrice des Patriotes au point numéro 2. C'était en 2017, donc c'était avant le mouvement des Gilets jaunes. J'y crois et je le développe dans mon livre Frexit parce que je pense que c'est un élément de déblocage énorme du problème démocratique. Alors ce qu'il risque de nous dire, c'est travailler plus. Il faut travailler plus. C'est sans doute incontournable. Mais il faut travailler globalement plus, en fait. Non pas que chaque Français doit travailler plus, il faut que le pays travaille globalement plus, ce qui veut dire régler le problème du chômage. C'est très cynique de dire qu'il faut travailler plus dans un pays où il y a déjà tant de chômage, 6 millions de chômeurs et tant de misère. Même aller jusqu'à proposer, j'ai vu des députés En Marche soutenir l'idée de supprimer un 2e jour férié, c'est-à-dire un 2e jour de travail gratuit, dans un pays où il y a déjà tant de gens qui travaillent, qui ont le sentiment de travailler pour si peu. Pour vraiment des salaires de misère, c'est très cynique. C'est très cynique. Travailler plus, ça peut aussi vouloir dire reporter l'âge légal de la retraite. Quelle est votre position là-dessus? Parce qu'on voit bien que l'âge pivot de 62 ans peut être remis en cause. Je n'y suis absolument pas favorable parce que nous sommes encore une fois dans un pays qui a 6 millions de chômeurs. Et qu'il y a toujours une bonne excuse pour nous expliquer qu'il faut rallonger l'âge légal, l'âge du départ à la retraite, augmenter la durée du temps légal de travail, supprimer un jour férié. Il y a toujours une bonne excuse. Maintenant, on nous dit les retraites, c'est financé, donc ce sera la dépendance. Et la dépendance, vous avez vu, on nous a dit d'ici 2030, il faut trouver 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros, moi, je les ai. Alors, c'est la différence pile. Votre solution, c'est ça tombe bien, c'est exactement la différence entre ce qu'on donne à l'Union européenne chaque année et ce qu'on en reçoit chaque année. C'est-à-dire que ce qu'on verse au budget européen, 23 milliards, ce qu'on en reçoit, 14 milliards, dont les aides agricoles. 23 moins 14, vous avez fait la soustraction comme moi, ça fait 9. Donc 9 milliards par an, ça, c'est une économie à faire. Ça évitera d'aller encore une fois taper sur les mêmes, c'est-à-dire les classes modestes et les classes moyennes, en leur demandant de travailler plus pour des salaires qui n'augmentent pas. Parce que le travailler plus pour gagner plus, on a tous compris que c'était une arnaque. Revenons à la conférence de presse. Il y a une annonce peut-être ce soir, ce sera la suppression de l'ENA. Vous êtes énarque, promotion Willy Brandt, c'était 2007. Vous regretteriez cette annonce ?
Je la trouve démagogique. Moi, je suis pour une réforme profonde de l'ENA. Je pense que le problème de l'ENA, c'est le formatage quand on y est, comme beaucoup de grandes écoles d'ailleurs. Enfin, moi, j'y ai échappé, je vous le dis, parce que j'étais un des seuls qui avait voté non à la Constitution européenne, un des seuls de ma promo, ce qui est anormal, puisque c'était 55% du peuple. Donc là, il y a une déconnexion, mais on la retrouve dans toutes les grandes écoles. Donc ça veut dire qu'à la base, avant le concours, il faut beaucoup plus de diversité sociale, de pluralisme idéologique, politique. Mais comment on y arrive? C'est l'information. Vous savez, moi, j'ai remarqué que dans beaucoup de lycées, il y a, ou même avant, parce que ça peut se jouer très tôt, au collège, dans les écoles, il y a des parents et puis ensuite des élèves qui ne sont même pas au courant que des filières existent, alors que ce sont des enfants excellents, avec des parents qui les poussent. Et ils ne sont pas au courant qu'ils ont toutes leurs chances parce que c'est le concours républicain. Et c'est là que je dis que c'est démagogique. Avant l'ENA, pour rentrer à l'ENA, il y a un concours. Moi, vous savez, je ne suis pas fils de haut fonctionnaire. Je ne suis pas d'une dynastie de hauts fonctionnaires. Je suis fils d'instituteur de l'école publique dans le nord de la France. Mon grand-père était ouvrier. Et c'est exactement, je suis un cas typique d'ascenseur républicain, d'ascenseur social par le concours, c'est-à-dire par le travail. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas détruire cela. Parce que si on détruit cela, quand on a créé l'ENA après-guerre, c'était pas pour rien. On l'avait créé parce qu'avant ça n'existait pas et qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des dynasties de hauts fonctionnaires. Les fils d'ambassadeurs étaient ambassadeurs, les fils de préfets étaient préfets, les fils de conseillers d'État étaient conseillers d'État. Et ça, si on veut y revenir, on fait ça. Par contre, réformer l'école, comme je vous ai dit, je suis même pas sûr qu'on ait besoin de formation à l'intérieur, universitaire. Je pense que les stages, c'est ce qu'il y a de vrai. Voilà, moi, ce que j'ai adoré, c'était les stages en préfecture, en ambassade, en entreprise, en administration centrale. Ça, c'est hyper formateur. Le reste, on n'en a pas besoin. Dans le rapport de Jean-Louis Borloo, que Emmanuel Macron a enterré, il y avait la proposition d'une académie des leaders, je crois qu'il appelait ça comme ça, pour faire surgir, offrir justement des possibilités de promotion aux jeunes des banlieues. C'est pas une bonne idée? Les jeunes des banlieues, il faut leur donner leur chance comme à tous, mais on leur donne leur chance non pas par la discrimination positive, parce que vous savez que dès qu'il y a une discrimination positive pour l'un, il y a une discrimination négative pour l'autre, forcément. C'est un jeu à somme nulle, donc il y en a un qui est discriminé négativement. Non, il faut y mettre le savoir, l'exigence. Ce qu'on a oublié, vous savez, j'ai vu hier encore une professeure, je crois, qui s'est fait défoncer la mâchoire par un élève. Enfin, tout cela, est-ce qu'on voyait ça il y a encore 10, 15, 20 ans? Non. On voit des choses inadmissibles. Il faut remettre un peu l'église au milieu du village, les points sur les i, pardonnez-moi de le dire clairement, mais à l'école. C'est-à-dire que celui qui a le savoir, c'est le maître. Et celui qui apprend, c'est l'élève. Et on remet la hiérarchie dans le bon sens. Florian Philippot, tête de liste des Patriotes aux élections européennes, est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Ordonnance du gouvernement, on va reconstruire en 5 ans Notre-Dame, en dérogeant à quasi toutes les règles d'urbanisme, d'archéologie, de voirie. Ce sont des règles habituelles pour ce type de chantier. On confond quoi? Vitesse et précipitation dans cette affaire? Vous pensez quoi? Que le président de la République, il veut ces grands travaux à lui? Je ne sais pas s'il veut remplacer Notre-Dame par le palais Macron. Tout cela est assez inquiétant, en fait. C'est-à-dire que moi, le volontarisme, j'y étais favorable. Qu'on veuille aller assez vite, qu'on mette de l'énergie nationale là-dedans, dans un beau projet de reconstruction, très bien. 5 ans, c'est crédible pour vous? Je ne sais pas, il faut le demander aux spécialistes. D'après ce qu'ils nous disent, c'est peu crédible. Ou alors on y met énormément de métiers d'art et de moyens, au risque, ce que nous disent aussi certains spécialistes, d'assécher tous les chantiers de France, dans les églises, dans les autres points de restauration absolument nécessaires. Et ça, il faut faire attention. Par contre, moi, je suis favorable à une restauration à l'identique. Et c'est pour ça que cette loi d'exception m'inquiète beaucoup. Il y a des règles en France, on parle là du patrimoine national. Mais est-ce que c'est pas le monument des monuments? Est-ce que ça le justifie pas? Non mais justement, on parle pas d'un centre commercial là, on va pas faire un nouveau centre commercial, on va pas faire une nouvelle gare, on va pas faire une bretelle d'autoroute, on va refaire une cathédrale qui a 800 ans d'âge, qui est le cœur de la chrétienté, le cœur de la France. La flèche était plus récente. Enfin, il y avait une flèche déjà avant. Oui. On le sait. Elle a été refaite au 19e siècle par Viollet-le-Duc, effectivement. Mais non, moi je pense qu'il faut refaire à l'identique. Qu'on n'a pas besoin de faire un concours international d'architectes. On a des métiers d'art en France. On a des orfèvres, on a des architectes, on a des artisans. Justement, profitons de cette occasion pour les faire travailler. Et respectons pour une fois le cœur de l'âme de la France.
Pourquoi a-t-on besoin? Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Un architecte croato-japonais avec un maître d'œuvre hispano-brésilien, ça. Moi, je respecte ces pays-là, mais je veux dire, c'est la France, là. On n'est pas capable de faire ça. Si, on est capable de le faire. Et faisons-le à l'identique, parce que je pense d'ailleurs que les donateurs n'ont pas en tête Notre-Dame 2.0, ils ont en tête Notre-Dame. Florian Philippot, on est à un mois des élections européennes. Ce matin, dans la Voix du Nord, comme dans la presse régionale, il y a un sondage BVA où vous êtes à 2%. On ne devrait pas vous saper le moral, mais enfin, manifestement, la campagne, votre campagne ne prend pas. On est à plus 1. Plus 1. Vous allez me dire, quand on parle de 1 à plus 1, ça fait un doublement. Alors, si toutes les listes ça ne vous décourage pas? Ah non, ça ne me décourage pas. Non, parce que honnêtement, moi, je sens que la campagne, elle commence timidement. Et qu'aux européennes, ça peut bouger très, très vite. Vous savez, nous, on a un choix très clair aux patriotes. Moi, j'appelle d'ailleurs tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne largement, voilà, je les appelle largement, qu'ils viennent, qu'ils aient des traditions politiques issues de la gauche, chevènementistes par exemple, de la droite gaulliste, de ceux qui sont déçus par le revirement du Front National, du Rassemblement National sur ce sujet, ceux qui ne comprennent pas la position de la France Insoumise sur ce sujet. Venez chez nous, on est clair et net, on est pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de Schengen, on est pour redonner à la France sa liberté, son indépendance, sa protection et sa prospérité. Ça, c'est le message des patriotes. Et ben, je peux vous dire que ce message-là, il va être très entendu dans le débat des européennes et je suis persuadé que nous aurons des élus parce que nos députés à Strasbourg et à Bruxelles, ils seront d'une efficacité redoutable. Et si nous n'y sommes pas, qui va défendre la sortie de l'Union européenne à Bruxelles et à Strasbourg? Pas un, ni le Rassemblement national, ni la France insoumise, ni Debout la France, ni les Républicains bien sûr, ni En Marche encore moins. Et ça, c'est dramatique. Il faut que cette voix puisse se faire entendre parce que c'est la seule. Tous ceux qui vous disent qu'on va réformer de l'intérieur de l'Union européenne, ils vous le disent depuis 40 ans et en fait, ils mentent. Ils mentent et ils essaient d'arnaquer les électeurs. Vous avez tendu la main mardi à François Asselineau en lui disant faisons liste commune autour de cette idée de Frexit. Oui, 1%. J'ai raison de plus pour qu'on s'allie, honnêtement. Bon, il a répondu ou pour l'instant c'est silence radio? J'ai mis sur la table une proposition ambitieuse dès vendredi dernier, très ambitieuse, qui à mon avis peut satisfaire tout le monde. Je l'appelle, lui, François Asselineau, parce qu'effectivement, il est sur également la ligne de la sortie de l'Union européenne, mais je l'appelle plus largement tout le monde. Je le dis très clairement, il y a des réserves de patriotisme bien au-delà de nos seuls mouvements politiques. Mais est-ce qu'il a répondu? Pour l'instant, il y a des cadres qui autour de lui, ils sont favorables. Je ne sais pas ce que lui pense pour l'instant. Il a encore quelques heures pour répondre. Non, mais je le dis clairement, en toute modestie. Jusqu'au 3 mai. Non, avant, il faut faire remplir des certificats des formulaires par les candidats sur la liste. Ça s'organise. Donc il faut le faire maintenant, vraiment dans les heures, voire demain. Mais on ne peut pas aller plus loin. Ce serait extraordinairement dommage qu'on passe à côté de cette occasion. Il ne faut pas partir divisé. Malgré nos divergences. C'est une question financière aussi. Non, mais malgré nos divergences, parce que moi, je suis très clair sur l'immigration. Je pense qu'il faut la baisser fortement. Il faut sortir de Schengen. Je suis pour la poursuite du nucléaire. Je suis pour une augmentation de la vue du SMIC. Voilà, j'ai été très clair sur les gilets jaunes dès le début. Bon, je les ai soutenus. Voilà, on a des divergences. Mais c'est vrai que là, pour une élection européenne, peut-être pas pour le reste, l'enjeu, il est plus important que tout, c'est la sortie de la France de l'Union européenne et ça aurait fait sens. C'est pas une question financière. Nous, de toute façon, sinon on y va. De toute façon, on y va. On dépose la liste là dans les jours qui viennent. Donc, de toute façon, on y sera. D'une manière, on les a et on a le financement. Même si je continue à appeler les donateurs parce que nous avons besoin d'argent supplémentaire pour avoir quelques tracts et quelques réunions. Parce que je le rappelle, les Patriotes étant le plus jeune mouvement politique de France, nous n'avons ni financement public, pas un centime de financement public, bien sûr, mais pas non plus un centime de financement bancaire. Sur cette liste, est-ce qu'il y aura des personnalités connues du grand public, sur votre liste? Il y aura des personnalités connues localement. Je ne vais pas faire une liste trace et paillettes. Je ne vais pas mettre plein d'anciens journalistes comme En Marche ou je ne sais quoi. Non, on va mettre des gens qui vivent dans la vraie vie. Il y aura des gilets jaunes d'ailleurs, mais des gilets jaunes de ronds-points, de manifestations. Il y aura des figures des gilets jaunes. Non, je veux surtout pas ça. Moi, je veux j'ai déjà donné un micro et l'occasion à certaines d'entre elles de parler. C'est beaucoup de femmes d'ailleurs. C'est des femmes, des mères isolées qui élèvent leurs enfants. Vous voyez, moi j'ai donné ma place au comité de suivi du grand débat à Matignon, à Nathalie Reinert. Femme, mère isolée qui élève 3 enfants au SMIC dans l'Oise. Voilà, gilet jaune. Et je pense que c'est la France. La France, c'est Nathalie Reinert. Ce sont des gens comme ça. Florian Philippot, est-ce que votre problème, c'est pas quand même la contre-publicité que donne le Brexit aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour? Je vous donne un exemple. Ascoval, la solution qui pourrait être retenue est celle de British Steel. Et pourquoi British Steel viendrait à Saint-Saulve? C'est parce que voilà, il prépare aussi la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il a besoin de garder des marchés chez nous. Donc, écoutez, moi j'ai vu, je sais qu'on fait beaucoup d'apocalyptisme, désolé pour le néologisme, autour de, c'est-à-dire l'idéologie de l'apocalypse autour de
du Brexit, mais la réalité est totalement différente. La réalité, c'est que c'est le pays, il y a une étude qui est sortie, qui va attirer le plus d'investisseurs dans le monde. Il y a 3,9% de chômage en chute. Il y a des entreprises qui délocalisent à la chaîne. Ah bah ça se voit pas. Leur chômage ne cesse de baisser. Alors expliquez-moi ce miracle. Et leur salaire, oui, mais c'est toujours se prépare. Il y a toujours des promesses d'apocalypse, mais la réalité, elle est positive. Vous avez vu que l'Écosse, ça c'est de la propagande. L'Écosse s'apprête à revoter pour savoir si elle va pas rejoindre comme nation indépendante l'Union européenne. Est-ce que c'est ça votre modèle, le Brexit, c'est-à-dire la dislocation des nations? On nous avait dit au moment du Brexit, vous allez voir, le Royaume-Uni sera désuni, va exploser. Il y a les sondages depuis en Écosse. Ah non, au contraire. Les sondages depuis en Écosse montrent qu'il n'y a jamais eu aussi peu de partisans de l'indépendance écossaise. Tout ce qu'on nous raconte sur le Brexit, c'est n'importe quoi. Je vais vous le dire, hein, on essaie de faire peur, mais ça fait 3 ans qu'on essaie de faire peur aux gens parce que surtout, il ne faut pas créer de précédent. Il ne faut pas sortir de la prison. Il faut y rester confortablement et vous avez maintenant des partis complices de tout cela qui vous disent « Ah mais restez dans la prison, vous changez la couleur des murs et de votre cellule. » Moi, je ne veux pas changer la couleur des murs de la cellule ou le repas à la cantine de la prison. Je veux sortir de la prison. Comment vous expliquez que les Français restent attachés à l'euro, ce qui a d'ailleurs amené Marine Le Pen à rompre avec son programme qui était le vôtre? Eh bien oui, sur l'euro, c'est la plus grosse trahison que le Rassemblement national puisse faire des classes populaires, et je pèse mes mots. C'est une trahison, c'est un coup de poignard dans le dos des ouvriers et des travailleurs pauvres de garder l'euro. Parce que l'euro, c'est une machine qui détruit l'industrie française, qui détruit les salaires, qui détruit toute protection sociale, et Marine Le Pen le sait pertinemment, elle l'a dit pendant 5 ans. Elle l'a dit, elle l'a redit, elle l'a défendu avec conviction. Maintenant, elle défend avec conviction la position inverse. Moi, j'aime pas cette politique. Et je pense que c'est un coup de poignard terrible. Mais il n'y a pas que ça dans leur programme. Parce que quand ils disent on va faire un serpent fiscal, c'est-à-dire c'est l'Union européenne qui fixe les taux d'impôt, TVA, CSG, revenus, sociétés, etc. Et les États n'auront plus qu'une petite marge de variation, mais ça s'appelle comment ça s'appelle du fédéralisme. Ça s'appelle un abandon de souveraineté terrible. Même Macron n'a pas osé le proposer. Florian Philippot, Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national, que vous aviez d'ailleurs repéré, paraît-il. Oui. Vous le trouvez comment dans cette campagne? Il fait le job? Il récite les éléments de langage, mais du nouveau front, c'est-à-dire celui qui dit qu'il va tout réformer en restant à l'intérieur avec 2-3 alliés qui sont tous... Il est jeune, oui, moi je l'avais bien parce qu'il était assez... il présente bien. Mais à l'époque, il parlait beaucoup du Frexit. Il a beaucoup changé. Mais c'est vrai que c'était en 2014, mais peu importe. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas sur cette ligne-là. Ils disent qu'ils vont tout changer avec 2-3 alliés. Parmi leurs alliés, il y a la Hongrie, la Pologne, qui sont à fond pour le travail détaché. Il y a l'Italie, il faut regarder les chiffres réels de l'immigration en Italie, à part quelques bateaux qui ont été arrêtés, c'est vrai. Mais l'immigration, c'est pas ça, c'est le regroupement familial, l'immigration, c'est l'asile. Ça n'a pas du tout baissé en Italie. Alors si c'est ça maintenant leur modèle, il faut le dire aux Français et à leurs électeurs. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le système. Moi je dis oui, ils sont rentrés dans le système. Si vous voulez en sortir, c'est les patriotes. Florian Philippot, un tout petit mot. Dick Rivers, 74 ans, qui a disparu. Jean-Pierre Marielle, 87 ans, qui a disparu. Ouais. C'est la disparition d'une certaine France, qui était celle de votre enfance, jeunesse? Oui, c'est vrai. Moi j'ai mis un tweet hier, ça m'a attristé. En plus, coup sur coup, deux figures. Je crois que les Français... apprécié beaucoup, aimé beaucoup. C'est une culture populaire tant aimée, beaucoup aimée en France. Moi, Dick Rivers, ça me rappelle, pour ceux qui ont connu. Moi, j'ai connu les années 80, j'étais enfant, mais c'était les variétés encore à l'époque. Maritier, Gilbert Carpentier. Un petit peu après, mais bon, c'était ça. C'était une France. On a toujours un petit peu de nostalgie quand on pense à ça. Bon, il faut pas en avoir, on nous dit, c'est vrai, mais on a le droit d'en avoir un petit peu de temps en temps quand même. Merci Florian Philippot, tête de liste des Patriotes, mouvement, parti politique aux élections européennes. Merci à vous. On passe au débrief de l'actualité. Merci Marcelo Westfred, merci Hervé Favre. Voilà, Florian Philippot quitte ce plateau. Au revoir, merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Et font leurs entrées Samuel Ribaud de l'ALP, l'agence locale de presse, qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Il était là dans la première partie de cette émission. Merci d'être revenu. Samuel et Christophe Gauthier, des rédacteurs en chef de VSD, et qui est éditorialiste à 100% radio. Une radio d'Occitanie, une des plus importantes d'ailleurs. Merci d'être là. On revient sur ce grand oral. Un grand oral pour convaincre, qui ne convaincra pas Florian Philippot. Pour démarrer avec vous, Samuel Ribaud. Il pense qu'un certain nombre d'annonces qui ont fuité vont être confirmées par le président de la République, mais vous avez vu, il n'en attend pas grand-chose. En même temps, on est dans une période électorale. Il fait partie d'une formation qui est farouchement opposée à la plupart des éléments de la politique d'Emmanuel Macron, donc c'est pas surprenant. Je constate quand même qu'il y a une vraie question autour de l'Europe que défend Florian Philippot, une sortie de l'euro, une sortie de l'Europe. Oui, il est très clair.
que c'est martelé, que c'est donc l'argument majeur sur lequel il va s'appuyer, et que je ne suis pas certain que ça va lui permettre d'aller au-delà des chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure, de 2% d'intention de vote, d'après ce que j'ai entendu. Même avec la formation de François Asselineau, ça montrait à 3%. C'est venant de quelqu'un qui est politique, qui a Il a une lancé vraie un appel réflexion. à François Asselineau, il faut le dire. Ouais, je trouve ça étonnant de partir sur ce créneau-là qui, honnêtement, n'est pas porteur. En même temps, quand il parle de l'Angleterre, du Brexit, vous l'avez entendu, Christophe Gauthier, il dit, au fond, on nous avait annoncé l'apocalypse, c'est pas du tout le cas. Les chiffres de l'économie anglaise sont bons, le chômage baisse, il a donné un certain nombre de points ultra favorables de son point de vue au Brexit, donc au Frexit. Oui, alors ça, c'est effectivement, c'est sa vision des choses, c'est sa façon de voir le Brexit. Très honnêtement, je pense que si on interrogeait les Français électeurs sur le Frexit, et si ça doit être une répétition du Brexit, franchement, ça donne pas envie. Quant aux chiffres qui sont donnés, les chiffres, il faut évidemment les contextualiser dans l'Union européenne. On verra plus tard si effectivement la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne. On verra si l'économie se maintient, si le chômage baisse ou augmente, si la livre sterling est dévaluée ou pas. Enfin, voilà. Tout ce qui est les affirmations avant que le Brexit soit effectif ne sont que des arguments politiques. Messieurs, il a fait une grave erreur, ou le Rassemblement national a fait une grave erreur de quitter cette mouvance. On l'a entendu sur Jordan Bardella, c'est intéressant, qui est tête de liste aux européennes du Rassemblement national, et qu'il avait, il l'a confirmé sur ce plateau tout à l'heure, lui-même découvert. Il avait découvert ce jeune homme. Il lui reproche d'ailleurs de s'être éloigné aujourd'hui de ce qu'ils faisaient leur accord ensemble. D'ailleurs, mais est-ce que au fond, c'est une erreur politique majeure pour lui d'avoir ou créé les conditions de sortir du Front National de l'époque, ou d'en être sorti? Je crois qu'il n'a pas eu le choix. Je crois qu'il avait réussi à occuper une place prépondérante auprès de Marine Le Pen. Il était vice-président, il faut rappeler. Voilà, et puis il ne faut quand même pas oublier, parce que les gens semblent l'avoir oublié, qu'il y a eu quand même un fiasco absolu lors du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, que ce débat avait été préparé entre autres par Florian Philippot et, si mes souvenirs sont bons, son frère. Pourquoi on l'a oublié d'ailleurs? Voilà, donc ils sont quand même responsables en partie, pas uniquement, c'est pas lui qui était sur le plateau face à Emmanuel Macron, mais de la débâcle de ce débat, qui était vraiment une débâcle, les gens l'ont oublié, et d'ailleurs les intentions de vote pour le Rassemblement national aujourd'hui prouvent que ça a été effacé. Mais je pense que c'était l'acmé un petit peu du parcours de Florian Philippot au sein du Rassemblement national, et que si les choses avaient fonctionné à la présidentielle il y a 2 ans, il ne serait pas là aujourd'hui. Il a créé un mouvement et il a eu le courage de le faire, et il a réussi à attirer des gens avec lui, mais c'est un mouvement qui était embryonnaire à sa création et qu'il le reste. Donc la question de son avenir politique hors du Rassemblement national, elle n'est absolument pas réglée. Vous votiez. Oui, Florian Philippot a simplement payé une stratégie perdante. Faut appeler un chat un chat. Et effectivement, si cette stratégie avait été gagnante, Florian Philippot serait probablement César à la place de l'impératrice. En tout cas, peut-être en devenir. Ils ont fait des choix, Florian Philippot les a portés, les a conceptualisés, les a pensés. Cette stratégie s'est avérée être mauvaise. Ça induit une autre question. Vous disiez, Samuel Ribon, beaucoup de gens l'ont oublié, le fiasco de Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le constate pas. Quand on regarde les sondages, au fond, elle est revenue. Marine Le Pen, autant le Front National était très haut, au fond. Puisque vous avez vu, avec La République En Marche, les sondages les donnent tantôt devant, tantôt derrière. Enfin, voilà, quelques marges d'erreur. Ça a toujours été le fonds de commerce et la force du Front National, ou maintenant Rassemblement national, que de dire, regardez ce que nous, on serait capable de faire, nous avons des idées qui ne sont pas mises en œuvre, avec nous, ça irait mieux, mais tant qu'ils n'exercent pas le pouvoir, ils peuvent se planter encore un certain nombre de fois. Ils ont reconstruit en peu de temps, cet électorat. Oui, mais je veux dire, ils ne sont pas confrontés à la réalité du pouvoir. Et lorsqu'ils y sont, dans les municipalités par exemple, ça ne se passe pas toujours très très bien. Donc c'est ce qui permet à ce mouvement politique de survivre, de se relever, encore une fois, de claques comme ils ont pu prendre ce coup-ci à l'élection présidentielle. Le jour où le Rassemblement national sera confronté à l'exercice du pouvoir de manière continue et de manière réelle, là, les gens pourront les juger. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent leur accession au pouvoir à titre personnel, mais je pense que tant qu'ils ne se fracasseront pas sur la réalité de l'exercice du pouvoir, ils renaîtront comme ça de leur cendre. Christophe Gauthier.
Oui, enfin, je pense surtout que ça démontre que depuis très longtemps en France, il y a un socle électoral qui est très fort pour le Front National, de même qu'il y a un socle électoral qui est très fort pour Macron, probablement pour la droite républicaine aussi, et que, en fait, ça démontre qu'il y a vraiment une fragmentation à la fois du discours et de l'offre politique. Marine Le Pen, elle a arrêté son débat. Elle s'est ensuite enterrée pendant tout l'été pour mieux réapparaître. Finalement, son discours, il n'a pas tellement changé. Et elle incarne une espèce de France, je ne sais pas si elle est éternelle, en tout cas nostalgique, avec un peu, pardonnez-moi, mais de la poudre de perlimpinpin, hein, des idées qui sont toutes faites en disant... ici, Yaka, Faucon, en réalité, on sait très bien que les solutions apportées par un certain nombre de partis politiques, pas simplement le Rassemblement national, d'autres formations politiques, on sait très bien aujourd'hui que ce sont des réponses simplistes à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Un mot pour terminer de vous deux sur la reconstruction en 5 ans de Notre-Dame après les ordonnances prises par le gouvernement. Dérogeant à pratiquement toutes les règles d'urbanisme, d'archéologie, de voirie, pour ce type de monument en tout cas. C'est quoi? C'est le désir pour le président de la République d'avoir ces grands travaux à lui? Ouais, de saisir une opportunité, effectivement, de marquer, lors de son quinquennat, un souci pour le patrimoine, l'histoire de France. Il a le souci de s'inscrire dans l'histoire, c'est pas le premier. Il a trouvé là une opportunité. Je trouve que c'est un petit peu éloigné des préoccupations qu'on évoque depuis le début de l'émission, à savoir le pouvoir d'achat, les retraites, le travail, l'euro, l'Europe, la paix, l'éducation. Christophe Gauthier. Projetez-vous dans 5 ans. Oui. Nous sommes au mois de juillet 2024. Si les travaux sont terminés. Non, projetez-vous dans 5 ans. Nous sommes au mois de juillet 2024. Imaginez le président de la République ou la présidente de la République sur le parvis de Notre-Dame avec à sa droite le maire ou la maire de Paris, le président du comité international olympique. Qui ne rêverait pas de nouveau inaugurer Notre-Dame avant les Jeux Olympiques? Une flèche ou pas? Une flèche à l'identique ou pas? 30 secondes. Moi je suis partisan d'une flèche relookée, de quelque chose de différent d'aujourd'hui. Oui, absolument. Flèche de Viollet-le-Duc, qui a elle-même été amenée dans un monument qui était beaucoup plus ancien. La flèche de Viollet-le-Duc n'était pas historique. Absolument. Samuel Ribaud, votre avis? Flèche de verre, pourquoi pas? Oui, mais ça pourrait être audacieux, vous voyez bien. Concours d'architecte, donc. On imagine cette flèche qui, comme ça, s'élèverait pour être un phare de la nuit pyramide du Louvre, un peu. Voilà, peut-être un peu moins massive. Merci Samuel Ribaud. Voilà, de bons sujets, de bons thèmes pour la presse quotidienne régionale, dont l'ALP est un partenaire important. Merci l'agence locale de presse. Merci Christophe Gauthier, rédacteur en chef de VSD, éditorialiste à 100% radio, une des plus grandes radios d'Occitanie. Merci messieurs, on va regarder ensemble le Zap Matin, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques, les différentes interventions, mais également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos de la matinée. On regarde ensemble, on se retrouve après. Monsieur Bardella est entré dans cette campagne en disant que son grand rêve le 26 mai, c'était de voir pleurer les représentants d'En Marche. Et Madame Loiseau est rentrée dans cette campagne en disant que son grand rêve, c'était son premier discours, c'était de battre Madame Le Pen. Les Républicains aujourd'hui, ça fait partie. C'est un peu notre contrefaçon, quoi. Voilà, nous on a un discours, eux ils ont le même discours que nous en campagne, mais quand ils sont au pouvoir, ils gouvernent comme la gauche. Marine Le Pen est le chaos, Emmanuel Macron est la désillusion. Et l'un et l'autre se font la courte échelle. Jean-Paul Delevoye n'en démord pas. Pas question pour le haut-commissaire à la réforme des retraites de revenir sur l'âge légal de départ. 62 ans, c'est sur cette base qu'il mène les consultations avec les syndicats depuis 1 an. Moi, je considère que c'est pas normal, pas équitable, qu'il y ait à ce point un déséquilibre entre la situation des uns et la situation des autres. Et je trouve un très grand courage et un très grand progrès que pour une fois un gouvernement dise on va rééquilibrer les plateaux de la balance. Alors, très souvent en France, on a tendance à avoir des débats qui consistent à délivrer des émotions, on est pour ou on est contre, on est dans la posture. Le débat consiste à terrasser celui qui ne pense pas comme vous. On nous a dit qu'il fallait à tout prix qu'on fasse preuve de démarche écologique et que donc le diesel allait augmenter pour rejoindre l'essence. Et en réalité, les deux ont augmenté. Et à chaque fois, c'est pareil. Ça s'appelle de l'escroquerie, je suis désolée. Toutes les propositions qui viendraient, comme travailler plus, qui est le débat qui a eu lieu depuis quelques jours, sont des propositions qui viennent diviser et qui ne sont pas aujourd'hui. Donc c'est idiot de dire qu'il faudra travailler plus pour financer c'est le système de retraite. Ne changeront jamais. Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français ?
Il faut commencer par la créer. Mais on la crée. Vous voulez répartir de la richesse? Il faut commencer par créer de la richesse. On l'a créé, la richesse. Attendez, elle n'a jamais été aussi mal répartie. C'est à lui de s'exprimer. On ne peut pas laisser dire à M. Wauquiez. Chacun son tour. Il faut commencer par la produire. M. Wauquiez, la richesse, elle est chacun son tour. Il y a bien des choses dans ce que vous avez dit avec lesquelles je suis en complet désaccord. Je vous ai laissé les dérouler. Je n'ai absolument pas la même vision. Est-ce que des choses que j'ai dites sont sur fausses? le fait? Est-ce qu'elles sont fausses? Oui. Je crois qu'on désamorcera la crise des Gilets jaunes, la crise sociale, si les Français ont le sentiment que le président ne fait pas semblant de les entendre, mais les entend vraiment. On verra ce soir. Et si je veux ce pas soir faire de il procès les a d'intention, entendus, du moins si c'est votre je le dirai, sentiment, mais je les m'en Gilets jaunes réjouirai. doivent arrêter. Mais bien sûr, mais je m'en réjouirai. Vous savez, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que mon pays marche. Voilà, demain matin, évidemment, une édition spéciale pour décrypter, analyser ce qui aura été dit par Emmanuel Macron ce soir dans sa conférence de presse tant attendue. Merci de votre fidélité, on se retrouve donc demain aux mêmes heures. Et bonne journée à vous, bien sûr. Au revoir.